Pareil, l'enregistrement. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Wettig, je suis le président de l'AETL et on m'a demandé de démarrer en l'absence de la personne de la communication ce webinaire. On est très content d'accueillir les participants sélectionnés par notre maître de cérémonie ou maîtresse, je ne sais pas comment on doit dire dans ce cas-là, Christine à qui je vais donner la parole. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Il est enregistré, il sera diffusé plus tard après être travaillé. Donc, je vous souhaite un bon moment à tous et à tous d'échange. On coupe les micros par contre pour les personnes qui sont là pour assister. Vous aurez tout le loisir de poser les questions à la fin aux participants. Et je donne le micro à Christine pour suivre le déroulé de ce webinaire. Allez, Eh bon bien, moment à parfait. tous. Merci Olivier. Donc, je me présente, je suis Christine Rodin. J'ai une double casquette ce soir parce que je suis administratrice de l'AETL et puis par ailleurs, je dirige Éloi. Alors, Éloi, c'est l'école internationale de logistique des œuvres d'art. C'est la première école en France et à l'international qui est exclusivement dédiée au métier de la logistique des œuvres d'art. C'est une école qui a été créée il y a bientôt 2 ans par un groupe d'entreprises qui, de fait, sont toutes spécialisées également en France et à l'international sur ce secteur et sur ces métiers. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par un rapide tour de table. Donc, je vais présenter directement les personnes qui ont accepté de participer, de témoigner à la fois sur le secteur et leur métier au quotidien. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par un panorama à la fois du secteur, des métiers, des besoins en termes de recrutement, pour ensuite enchaîner sur un focus plutôt transporteur, logisticien, avec des témoignages sur les métiers, sur l'environnement, et puis un focus, un éclairage plutôt client de ces fameux transporteurs et logisticiens, avec le témoignage de Maxime, donc maison de vente aux enchères, Tajan. Voilà. Donc, on va commencer par le tour de table. Si vous me le permettez, je vous présente brièvement et puis ensuite, je vous laisserai bien sûr la parole. Ça vous va? Très bien. Oui. Alors, mesdames, je commence par vous. Donc, aujourd'hui, nous avons autour de cette table donc, Béatrice Finkelstein, Bonjour, bonjour à tous. qui est responsable du recrutement au sein du groupe Horus. Donc, Horus étant un groupe qui, justement, regroupe, c'est le cas de le dire, un certain nombre d'entreprises en France et à l'international qui, comme je vous le disais tout à l'heure, sont toutes spécialisées sur le transport et la logistique des œuvres d'art. Voilà, donc Béatrice opère le recrutement pour les différentes entités du groupe. Nous avons également Jennifer Dossin qui a rejoint l'entreprise Chenu il y a un petit peu plus d'1 an comme chef de projet. Voilà. Nous avons, je vais poursuivre chez Chenu. Nous avons Ahmed Messas qui est directeur adjoint du Art Service chez Chenu. Nous avons Chenengo qui est chef d'équipe emballeur d'œuvres d'art chez LPAR. Et puis nous avons Maxime Charon qui est responsable logistique et shipping au sein de la maison de vente aux enchères Tajan. Voilà, je ne me suis pas trompée sur les définitions, sur les intitulés. C'est bon. Top. Bon, très bien. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est commencer déjà par un premier tour sur le panorama, les besoins en termes de métier et de recrutement. Donc, c'est plutôt à toi, là, Béatrice, que je vais m'adresser en te posant une première question. Quels sont les besoins du secteur en termes de recrutement? Je pense que c'est une réponse qui va intéresser les personnes qui nous écoutent. Oui, alors ce qu'on peut remarquer, c'est que nous sommes sur un secteur qui est en pleine croissance, donc qui suit le marché de l'art et notamment de la vie très active des musées et des grands collectionneurs, avec justement de nombreux projets d'exposition internationale. Donc, en termes de recrutement, on va être sur des besoins constants, que ce soit sur des profils juniors comme sur des profils plus confirmés, et ce, toute l'année, en fait. Et particulièrement ces 2-3 dernières années où le rythme est beaucoup plus soutenu, justement, au niveau des recrutements. Voilà. On n'entend pas. Je t'entends plus, Christine. Excusez-moi, c'est bon, pas faire de bruit. Oui, en termes de profil, quels sont les profils, quelles sont les compétences que tu recherches? Alors, on distingue 2 grands types de métiers dans la logistique des œuvres d'art. Alors, on a
les équipes terrain, les métiers de production. Donc, on va retrouver nos emballeurs d'œuvres d'art, nos installateurs. Donc là, en fait, ça peut être ce qu'on va rechercher. En fait, c'est assez ouvert. Hein. Enfin, on est plutôt ouvert au niveau des profils. Ça peut être des personnes finalement qui sont issues de la manutention, de la logistique, mais aussi des personnes qui sont issues du milieu de la culture et qui finalement veulent faire un métier un peu plus artisanal, en fait. Donc, ce qui va compter avant tout, ce sont des personnes, on veut des personnes qui sont un petit peu habiles de leurs mains, qui ont envie, qui ont une sensibilité, je dirais, avec les objets fragiles, puisque les œuvres d'art, par définition, elles sont à manipuler avec beaucoup de précautions et de délicatesse. Voilà. Et puis, ce qu'on va rechercher aussi, ce sont des personnes qui souhaitent voyager, en fait, hein, puisque nos équipes de production, nos emballeurs, nos installateurs d'œuvres d'art sont amenés à se déplacer un peu partout en France et à l'international chez nos clients. Donc voilà, on veut des personnes un petit peu mobiles. Oui, donc encore de métier. Oui, je t'en prie. Oui, finalement, en termes d'attractivité, c'est vrai que l'international peut être un critère, on va dire, d'attractivité vers ce métier-là. Quels sont, hormis cette proposition, si je puis dire, de la possibilité d'échanger et d'être en échange avec l'international, quels sont les autres atouts, selon toi, du secteur et de ces métiers? Alors, pour finir justement sur les autres profils, quand même, je dirais le deuxième grand type de métier, quand même, je suis allée trop vite. Pour finir, parce que je parlais des équipes terrain, je dirais qu'il y a quand même les équipes de bureau, qui est aussi le cœur de métier. Et donc là, c'est vraiment de la gestion de projet. On a nos chefs de projet. Donc, le métier de chef de projet, c'est un peu le point d'entrée finalement du client, donc de la maison de vente, du musée, de la galerie, du grand collectionneur. Et aussi, c'est le contact privilégié de tous nos partenaires internationaux. Donc, son rôle, c'est vraiment d'organiser, de planifier toute la logistique, le transport des œuvres d'art à l'international, donc pour le compte de ses clients, et donc vraiment d'être un peu le chef d'orchestre et en contact avec toutes les parties prenantes, que ce soit en interne comme en externe, et sur des projets qui sont quand même très variés. Donc, ça peut être effectivement l'organisation d'une exposition parisienne, mais aussi des itinérances à l'international. Ça peut être également le déménagement de réserves, de collections. Donc, voilà, c'est un métier qui est très polyvalent, avec beaucoup d'interactions. C'est ce qui fait toute la richesse du métier. Voilà, donc je distingue bien finalement les métiers de production avec nos emballeurs, nos installateurs, et puis les métiers, j'ai plus de bureau, de chef de projet, vraiment en direct avec le client. Voilà, pour terminer sur les D'accord. Moi, je suis effectivement allée trop vite. Et donc, en termes d'attractivité, tu citais le fait de pouvoir bouger à l'international, évidemment d'être dans un cadre exceptionnel et d'être sur la manipulation, l'accompagnement d'œuvres, d'objets exceptionnels. Quels sont pour toi les autres atouts à mettre en avant, ou en tout cas qui peuvent être vraiment très attractifs pour les personnes qui seraient intéressées par ce secteur? On peut dire qu'on est quand même sur un métier de savoir-faire qui est unique, d'ailleurs, que ce soit sur le terrain comme dans les bureaux. On est dans un secteur de niche avec quand même un métier qui est un métier d'expertise et aussi d'expérience. Donc, il y a toujours il y a un besoin d'excellence. En fait, on ne peut pas être dans l'à peu près. Il faut toujours être au service du client et dans l'excellence absolument. Et puis, c'est un métier, je dirais, avec une dimension relationnelle forte, avec des interlocuteurs variés. D'ailleurs, au sein même, je dirais, de l'entreprise, les chefs de projet sont en contact en permanence avec les équipes terrain, en fait, hein, donc de production. C'est ce qui permet vraiment d'avoir aussi une vision transverse du métier. Donc, il y a une vraie communication. Donc, ça, c'est un élément quand même qui est important, qui est intéressant. Et puis, on est quand même dans un secteur qui est au cœur des projets culturels, d'exposition, de proximité avec les grands collectionneurs. Et donc, l'environnement est quand même plutôt très stimulant. C'est plutôt bien résumé, oui, effectivement. Et donc, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, comment est-ce qu'on peut faire pour postuler?
Alors, chaque filiale, donc chaque entreprise, en l'occurrence, on peut citer la société LPR, la société Chenu, Natural Lecoutre ou Rodolphe Allard qui se trouve à Genève. Il y en a d'autres, puis il y a une quinzaine de sociétés qui fait partie du groupe. En fait, chaque filiale donc, a son propre canal de recrutement, donc via déjà directement le site internet. Et après, toutes les annonces sont diffusées finalement sur deux canaux principaux, donc, qui est le site Indeed et LinkedIn, tout simplement. Voilà, donc vous pourrez retrouver toutes nos annonces. Sinon, vous nous envoyez des candidatures spontanées via le site internet des sociétés. Voilà. Très bien, merci Béatrice. Est-ce que Ahmed, Jennifer, Sean ou Maxime, vous voulez compléter les réponses apportées par Béatrice? Les illustrer, par exemple, je ne sais pas. Oui, si je peux Oui, je t'en prie, vas-y prendre la Ahmed. parole. En effet, je rejoins tout à fait ce que dit Béatrice, surtout sur la partie relationnelle. En effet, je pense que c'est une des parties les plus importantes dans notre métier. C'est vraiment cette partie relationnelle, aussi bien ce qu'on appelle nos clients, bien évidemment externes, mais aussi les clients internes. Les relations sont très fortes au sein de nos entreprises, puisqu'on est au service de clients qui ont une très, très forte exigence. Et en effet, ces relations sont vraiment importantes et on met tout notre savoir-faire et tout notre amour de ce métier-là au service justement de nos clients et aussi en interne pour faire ensemble que justement le travailler ensemble nous permet de réussir dans nos missions. Jennifer, Sean ou Maxime, c'est OK de votre côté? Oui, parfait. Jennifer, Effectivement, ce côté relation avec les clients, en fait, ça peut être que ce soit des particuliers ou des agents ou des musées, c'est important parce que de par la valeur des œuvres qu'on transporte, il y a un relationnel fort, notamment avec les clients particuliers des objets qui font partie de leur famille. Donc, on ne peut pas les traiter comme si c'était des colis lambda, en fait. Donc, forcément, le relationnel est très important. Très bien, merci. Oui. Et moi, Sean? je tenais à souligner qu'en fin de compte, il n'y a pas de sexe pour être installateur ou dans la coordination. Souvent, on a, par exemple, chez LPR, on est 50% de femmes, 50% d'hommes, et en fait, on a une grande partie qui est au niveau de la coordination, mais on a essayé de faire un virage pour intégrer beaucoup plus de femmes en installation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un métier d'homme. On va dire que le métier d'installateur a toujours été ciblé pour les hommes parce qu'on pense que c'est beaucoup physique, alors que non, c'est aussi très cérébral parce qu'il faut penser à l'intégrité de l'œuvre pour que ça arrive à destination dans son entièreté. Donc, il n'y a pas que la force qui va faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc, moi, j'invite les femmes à faire des candidatures spontanées parce qu'on en a besoin. Parfait comme transition. Alors, je vous propose justement de cibler davantage et de comprendre davantage quels sont ces métiers à la fois d'emballeur, installateur d'œuvres d'art et de chef de projet. Sean, on va commencer par un métier que tu connais bien, que tu pratiques au quotidien, qui est celui d'emballeur, installateur d'œuvres d'art. Par ailleurs, tu es chef d'équipe. Est-ce qu'avant de nous parler de ton métier, tu pourrais nous présenter LPR et nous préciser quelles sont ses spécificités par rapport à d'autres entreprises du même secteur? Alors LPR, c'est une société qui est quand même assez jeune, puisqu'on est quand même, ça fait que 30 ans que nous sommes dans la logistique d'œuvres d'art, comparé à Chenu avec ses plus de 200 ans. Donc on est assez jeune. Malgré ça, on a réussi à s'imposer sur le marché français parce qu'on a une certaine adaptabilité, on a une technicité qui a été, il y a eu des bons recrutements au bon moment, et en fin de compte, on a réussi à se positionner en leader sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont passionnés par le boulot, qui ont su justement progresser avec
avec les œuvres, parce que les œuvres sont diverses et variées. On peut faire des briques babyloniennes jusqu'à des œuvres contemporaines. Donc, il faut s'adapter à la technique. Pourquoi? Parce que elles sont pas, ça se transporte pas pareil. Après, on fait beaucoup d'installations. On a beaucoup moins de stockage par rapport à chez Chenu. On va dire que on est connu internationalement, quoi. Donc, on s'est aussi différencié aussi parce qu'on fait les douanes, on fait pas mal de choses qui ont attrait justement à tout l'œuvre d'art. Ça peut être transport, les douanes, le fret aérien. Donc, on est vraiment varié. Entendu. Quelques mots sur ton parcours, Sean? Alors, mon parcours, je suis rentré en 2005 chez LPA. J'étais jeune. Tu es encore jeune, rassure-toi. J'étais jeune, donc j'ai passé à peu près 8 ans à apprendre le métier. Donc 8 ans, c'est beaucoup. En 2013, je suis passé chef d'équipe au bout de certification. En fait, chez LPA, on passe des niveaux. On doit valider des acquis justement pour passer chef d'équipe. Donc, on a un cursus bien précis. Donc, on a niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Après, on a un cursus chef d'équipe qu'il faut valider soit en 1 an, soit en 2 ans. Après, j'ai travaillé en tant que chef d'équipe donc, pendant tout ce temps et je suis passé responsable des formations internes parce que j'avais les qualités pour. J'aime transmettre le savoir, surtout sur un métier aussi ancien qu'on fait. Voilà. Alors justement, sur ce métier, en quoi consiste exactement ce métier d'installateur emballeur d'œuvres d'art? Alors, le métier d'emballeur d'œuvres d'art, déjà, c'est d'emballer. Alors, on a un emballage qui est fait sur mesure. C'est un métier, on a oublié le nom parce qu'en fait, c'est l'ayetier. C'est des personnes qui transportaient à l'époque, qui faisaient plutôt de l'emballage dans caisse en bois pour des œuvres d'art, pour tout ce qui était roi et ainsi de suite. Attention, à mettre des coups de trait, il va me corriger. Exactement, parce que la layette, en Là, fait, on sent les 250 ans qui arrivent. Voilà, la layette, c'était vraiment tout ce qui était les petits objets de soie et ils fabriquaient en effet des malles à l'origine et le métier d'emballeur n'existait pas. En fait, c'était la partie caisserie et ça a commencé comme ça et la layette était aussi le nom qu'on donnait à la malle et aussi en fait à tous les petits tissus qu'on emballait et qui allaient dans les mariages, les baptêmes et ensuite ça s'est au fil du temps mis au niveau des œuvres d'art quand elles ont commencé à y être et c'est arrivé petit à petit à donner ce métier de layetier emballeur, parce qu'au début, il n'y avait pas d'emballeur et c'est ensuite que le métier d'emballeur est venu. Et il me semble que d'ailleurs, il y avait un autre emballeur, enfin laitier emballeur, qui lui était plutôt ciblé sur justement comment dire, le contenant, qui était Vuitton. Exactement, on est un peu plus vieux qu'eux. Qui a mal tourné aussi. Voilà, on est un petit peu plus vieux qu'eux d'une dizaine d'années, mais en effet, le métier a commencé comme ça et lui, ensuite, enfin, Vuitton a pris un autre chemin qui est resté sur de la malle et nous, on s'est un peu diversifié et on a été vers des métiers avec l'emballage, le transport, pour accompagner finalement tout le développement aussi qui est lié aux œuvres d'art et en tout cas pour cette partie chenue et un peu historique pour en parler, on a accompagné finalement l'ensemble de l'histoire de France, de Napoléon, même un peu plus contemporain sur des guerres, sur des relations politiques aussi. On a transporté des objets comme Ramsès avait fait le sarcophage ou la Statue de la Liberté, qui ont été des choses comme ça. En fait, c'est des relations aussi qui ont été accompagnées. On a accompagné en fait toute l'évolution de France et l'histoire de l'œuvre d'art avec ce métier de l'emballage qui est un métier très noble. Et je relaisse la parole. Oui, Sean, donc tu avais commencé par dire effectivement, c'est déjà emballé, sur mesure. On en était là. On était sur l'emballage sur mesure. Donc là, forcément, on ne fait pas que ça, parce qu'on va faire le transport, on va faire l'installation. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est nouveau. Ça contraste beaucoup avec l'emballage. Donc ça rejoint Ahmed qui disait qu'on a suivi une évolution
Et on n'est plus que sur l'emballage, on est aussi sur l'installation. Et LPR fait beaucoup d'installations. Donc, une installation, ça peut être dans un musée, dans une galerie, chez un particulier, ça peut être de l'accrochage, ça peut être des sculptures de 2 tonnes à mettre sur un parvis. Donc, tout ça, c'est pareil. Tout ça, il y a une technique à apprendre qui peut prendre beaucoup de temps. Et c'est une partie importante de notre métier. Donc après, c'est comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Béatrice, c'est aussi le savoir-faire et le savoir-être. Parce qu'on est en contact permanent avec des clients qui peuvent être fortunés, ça peut être des institutionnels, ça peut être des personnes comme Maxime qui travaillent dans des maisons de vente. Donc, c'est assez important parce que en tant qu'emballeur-installateur, nous sommes la vitrine souvent de notre société. Donc, que ça soit Chenu, Transart, LPR ou Natural Lecoutre. Donc, c'est pour ça qu'on a tous une identité propre. C'est pour ça qu'on a des vêtements souvent qui sont à notre identité. Donc, on est vraiment une vitrine. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à en rajouter. Oui, c'est vrai que je souris sur l'identité dans le milieu. C'est vrai qu'on parle notamment des petits hommes bleus et des petits hommes verts, les petits hommes bleus étant les chenus et les petits hommes verts Oui. étant les LPA. Je me permets de revenir sur l'emballage. Tu disais, voilà, l'emballage est fait sur mesure. Est-ce que tu peux expliquer très rapidement, bien sûr, mais quelles sont les différentes étapes de la construction d'un emballage ou différents types d'emballage, ou en tout cas les principaux emballages qui existent, tant côté caisse que tamponnage, par exemple, pour qu'on se rende compte vraiment concrètement de ce que c'est qu'un emballage. Alors, on a C'est pas un plusieurs... colis Amazon, enfin, je caricature involontairement, mais D'accord. on voit que voilà, c'est pas juste 4 bouts de carton, quoi. Donc, en fin de compte, il y a plusieurs catégories. Comme tu l'as souligné, il y a le tamponnage. En fait, le tamponnage, c'est un emballage sommaire qui peut s'adapter à un peu tous les objets. Donc, souvent, on met 3 couches. Il y a toujours une couche qui va protéger souvent contre les frottements. Ça veut dire, c'est souvent, on met, ça va être un terme technique, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais par exemple, l'Utivec, c'est une matière qui va faire en sorte, qui va protéger contre le frottement. Après, on va peut-être mettre du bulle. Donc, le bulle, vous savez, il y a des bulles qui vont amortir les chocs parce qu'il y a des bulles d'air et ainsi de suite. On va pouvoir mettre du carton. Donc le carton, ça va être une matière solide qui va empêcher que tout objet traverse, qui puisse endommager justement l'objet. Et après, on va partir sur quelque chose qui est un peu plus, qui peut aller voyager un peu plus en camion ou en bateau ou en avion. Donc, on va passer sur les caisses. Donc, les caisses, il y a des caisses qui sont fabriquées pour les tableaux. Donc, il y a différents types de caisses. Ça peut être en isotherme, super isotherme ou caisse simple. Et après, on a les caisses d'objets. Donc, les objets, c'est pareil. Ça peut être un livre, une sculpture. Et ça, pareil, il y a différentes technique par rapport à la fragilité de l'œuvre. Donc on va avoir des écrins qui vont être des mousses taillées exactement à la forme de l'objet. On va avoir des guillotines, on va avoir des bancs ouverts, et tout ça, c'est par rapport à l'œuvre. Donc la première chose à faire, c'est de savoir si l'œuvre est fragile et comment elle va voyager. Et par rapport à cela, on va avoir une technique d'emballage bien précise. Voilà. Très bien, merci pour cette information complémentaire. Et donc, justement, dans le cadre de la réalisation de cette mission d'emballeur installateur, quelles sont les différentes personnes avec lesquelles vous pouvez être amené à échanger, avec lesquelles vous devez de toute façon être amené à échanger pour que ça se déroule sans problème, dirons-nous? Alors, les interlocuteurs principaux qu'on a souvent, c'est la régie des œuvres. Donc, ça peut être la régie dans les musées comme dans des galeries. Et souvent, on peut avoir aussi affaire à des conservateurs, parce que les conservateurs d'œuvres d'art connaissent justement les faiblesses ou les points où on peut toucher ou ne pas toucher des sculptures ou des tableaux. Donc, de ce fait, il nous indique le chemin à suivre pour emballer l'œuvre. Donc, nous, en tant que professionnels, on connaît aussi, on va dire, si les drapés, il ne faut pas toucher, les points, le centre de gravité, tout ça, mais
on aura toujours besoin d'un avis extérieur, professionnel, pour nous aiguiller. Après, on a aussi, là, en interne, on a toujours les coordinatrices qu'on appelle chez nous, voilà, qui planifient justement tous les emballages, ou ça peut être aussi les installations. Il y a aussi la douane, où on peut appeler la douane s'il y a des problèmes, quand nous, on va chercher les œuvres à l'aéroport. Donc, il y a des clients. Donc, si on a fait une désinstallation, bah, on peut avoir le commissaire d'expo. On est vraiment sur un panel vraiment très, très large de personnes qu'on peut rencontrer. Merci, Sean. Il y a une petite question qui est arrivée, comme c'est sur l'emballage, je te la pose. Est-ce que l'emballage d'œuvres d'art se rapproche de l'emballage industriel, type PVC pour le maritime? Alors, ça, c'est une question difficile à répondre parce que chaque œuvre est unique. Donc, moi, je sais que j'ai déjà transporté à l'Institut du monde arabe des godets de pelleteuse. Donc là, les godets de pelleteuse, elles sont arrivées dans une caisse industrielle. Et en fait, l'emballage n'a pas été fait par LP ou Chenu, ça a été fait par des Égyptiens. Et là, ils avaient vraiment fait en sorte que c'était un emballage industriel. Pourquoi? Parce que l'objet le permettait. Ça aurait été une sculpture égyptienne, comme on disait tout à l'heure, un sarcophage. Bah, là, on ne peut pas faire de l'industriel. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a des sarcophages en pierre et des sarcophages en bois avec de la polychromie. Donc, tout ça, c'est une technique qui va être différente. Un godet en acier qui fait 800 kilos, oui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre, mais... Non, mais par définition, les objets que vous transportez ne sont de fait pas destinés à se trouver dans des emballages type industriel. Non, pas tous. Mais il y arrive que certains pays le font parce qu'ils n'ont pas la connaissance justement de l'emballage spécifique qu'on doit faire. Ahmed, je te voyais sourire, tu voulais compléter? Non, je rejoignais tout à fait ça. Et en effet, c'est vraiment du spécifique et on est vraiment à faire du sur-mesure. Et comme le disait Sean, certes, une caisse, même type industriel, le contenant et le contenu. En effet, dans le contenu, on va avoir une caisse extérieure, quoique quand on regarde les caisses type d'œuvres d'art, c'est déjà des œuvres d'art. Si certains n'ont pas déjà vu des types de caisses, c'est vraiment des œuvres d'art. Et à l'inverse, que je dois rajouter, peut-être que Sean ne disait pas, c'est que c'est l'intérieur de la caisse qui est encore la grosse valeur ajoutée, finalement, c'est l'emballage intérieur. L'extérieur va être, en effet, comme une caisse industrielle. Mais l'intérieur de la caisse demande vraiment un vrai savoir-faire et une spécificité très, très, très particulière. Sean, pour toi, selon toi, qu'est-ce qui rend ce métier d'installateur emballeur d'œuvres d'art si intéressant? C'est que tu le pratiques toujours aujourd'hui. Alors, pour moi, alors, si je devrais généraliser, c'est un peu de tout parce que quand je suis rentré dans le métier, c'est pas la monotonie justement. On est là, on va changer d'endroit. Un jour, on va être au Petit Palais, un jour, on va être au Louvre, un jour, on va être à Pompidou. On va avoir des sculptures art contemporaine, on va avoir plutôt des tableaux au Petit Palais, on peut aller au musée d'Orsay, on peut avoir vraiment, c'est vraiment le fait de toujours changer et d'être au contact de l'œuvre. Donc, ça va dépendre vraiment de la sensibilité des gens, parce que moi, je dis ça, mais par exemple, une des alternantes, elle nous a fait son chef-d'œuvre récemment, et elle nous a parlé d'une expo sur la monnaie, et pour elle, c'était magnifique. Elle nous en parlait, ça devait durer 10 minutes, elle aurait pu en faire 15 ou 20. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça va vraiment dépendre de la sensibilité des gens. Il y a des gens qui aiment se retrouver dans le Louvre tout seul à regarder la Joconde. Des fois, c'est des moments magiques. Voilà. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent, je poserai les questions après. Par exemple, Pierdo, je poserai la question sur le tracking des œuvres, la prise de mesure, l'humidité, température. Peut-être à Jennifer, c'est une question qui pourra intéresser, à laquelle surtout pourra répondre Jennifer et puis Ahmed aussi. Il y a des installateurs
il y a des installateurs qui aiment bien aussi être sur la route, Sean. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pareil. Faire des tournées plus que être sur de l'accrochage. Sur des expos itinérantes, oui. Oui, ça, je rejoins. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, l'attrait du métier est variable par rapport au personnel. Il y a du personnel qui va être, parce que nous, on travaille en national comme à l'international. Il y a des personnes, par exemple, qui préfèrent livrer des œuvres et les déballer à Montpellier, où on a fait la tour de Pise. Il y a eu des tableaux, on a enlevé des tableaux à la tour de Pise, donc qui est quand même interdit au public. Donc il y a des gens qui adorent faire ce genre de choses, qui aiment par exemple aller au Luxembourg, retirer des œuvres d'une fondation, ainsi de suite. Et c'est un métier qui est divers et varié. On peut trouver ce que l'on aime vraiment dans ce métier, quoi. C'est un métier dans lequel on peut faire carrière, si je puis dire, dans lequel on peut évoluer avec des perspectives, effectivement, d'évolution de mission. Je pense que je suis quand même le mieux Voilà. pour en parler, parce que C'est pour ça que je te pose la question. j'ai un diplôme, j'ai juste le bac S. Quand je suis arrivé, on va dire que j'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais jeune, j'avais pas trop d'ambition, mais on va dire que le fait de travailler avec certaines valeurs, je dis monétaires, hein, quand on déplace un tableau qui vaut les 55 millions et qu'on a la responsabilité, ben on devient mature un peu plus vite. On essaie de réfléchir, on est plus attentionné, respectueux, et en fin de compte, quand on a toutes ces qualités, ben, on peut devenir chef d'équipe. Chez nous, après, on a le chef de projet. Moi, je suis passé responsable des formations, mais il peut y avoir plein d'autres postes. On peut partir totalement dans les bureaux, donc tout est possible. On peut faire du planning, on peut passer son poids lourd et devenir un routier, donc ainsi de suite. Donc c'est vraiment, on peut faire carrière. Moi, j'ai quand même 18 ans de boîte. Oui. Donc, voilà. Merci, Sean. Jennifer. Ah non, tiens, Ahmed. Passons à monsieur Ahmed Messas. Alors, est-ce que, puisque Sean a présenté LPAR, on va bien sûr, si tu le veux bien, présenter Chenu, qui, on a bien compris, est un petit peu plus âgé que LP. Oui, Chenu, maison en fait, maison fondée en 1760, hein, et on est assez fiers en effet à chaque fois de le rappeler, cette ancienneté, parce que vraiment c'est sur ça que se base la maison Chenu, et encore aujourd'hui c'est vraiment notre histoire, toute notre culture aussi qu'on a pu à travers le temps, à travers les récits, à travers encore les personnes qui ont transmis. En fait, c'est vraiment ça qui est très important et qu'on a gardé. Et vraiment, une des spécificités aujourd'hui on fait bien évidemment, comme le disait Sean, hein, on fait du transport, on fait de la caisserie, on fait de l'emballage, et on fait aussi de la conservation d'œuvres d'art. On fait tous les métiers qui tournent autour de l'œuvre d'art. Et vraiment, la spécificité qu'on a, nous, c'est vraiment notre ADN, c'est la qualité, c'est le service qu'on va rendre à notre client. On est dans un métier aujourd'hui qui est considéré haut de gamme, vraiment de luxe. Et c'est vraiment cette partie du métier, en fait, qui en fait toute sa spécificité. Et surtout, bien évidemment, l'objet principal, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'emballage ou à la conservation, c'est l'œuvre d'art. Et donc, ça rend vraiment une chose unique, et ça demande en effet d'avoir une certaine expertise, d'avoir beaucoup de rigueur, d'avoir des personnes passionnées, comme le disait Sean, et je le rejoins vraiment sur ça, quand on doit transporter des œuvres très fragiles. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier aussi, donc, qui dit luxe, dit aussi une clientèle et des clients très, très exigeants. Et donc, notre métier à nous, c'est vraiment ça, c'est d'être à l'écoute de nos clients et d'essayer, en tout cas, de répondre au mieux pour les rassurer et nous assurer surtout qu'on garde les œuvres en sécurité, en sûreté, et qu'on assure en fait ces mouvements, hein, c'est vraiment d'assurer tous les mouvements et à toutes les chaînes, finalement, pendant toute la chaîne, d'assurer cette sécurité et de rassurer nos clients.
Tu parlais de ces métiers, en tout cas de la conservation Oui. des œuvres d'art. Est-ce que tu peux en quelques mots présenter, expliquer ce que c'est que la conservation des œuvres d'art et quels sont finalement les métiers qui y sont liés? Oui, tout à fait. Alors, en effet, j'ai bien volontairement utilisé ce terme de conservation parce que aussi dans le temps, ce terme a évolué. On a beaucoup parlé de garde-meuble en fait, mais le métier aussi a évolué dans un sens. On parle maintenant de conservation. En fait, on met tout simplement, pour faire aussi basique, on met à disposition de nos clients des surfaces pour garder leur collection. Et donc, nous, notre objectif, c'est de recevoir ces œuvres-là et finalement de les rendre dans le même état. Et tout ça impose vis-à-vis de nos clients d'avoir des procédés, de mettre en place des outils, de mettre en place des méthodes qui vont nous permettre d'assurer et de préserver ces œuvres-là. Donc, on a bien évidemment des bâtiments. Aujourd'hui, on partait historiquement, même il y a pourquoi aussi montrer que ça a évolué. On est parti dans les années 90 entre 8 et 10 000 mètres carrés et aujourd'hui, on tourne autour des 100 000 mètres carrés. Donc, on voit très bien qu'il y a une très forte demande aujourd'hui dans un marché aussi qui reste saturé puisque les surfaces, on n'en a pas beaucoup. En région parisienne, c'est très compliqué, mais on se doit en tout cas à la demande de nos clients de trouver des solutions. Et c'est vraiment ça qui nous anime en tout cas au quotidien, c'est de trouver des solutions à nos clients pour conserver leurs œuvres. Ça rejoint ce que disait Béatrice au départ en parlant effectivement du marché de l'art qui se porte bien, qui se porte très très bien et de mieux en mieux et de fait qui explique aussi cette demande croissante en termes de surface, de besoin de surface de la part des clients. Ouais. Avec un site comme le Bourget qui aujourd'hui et qui est un des sites de conservation de Chenu et de LP notamment et qui est quasi complet, je crois. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on tourne avec des taux d'occupation sur nos sites parisiens autour des 99% d'occupation et avec le Bourget qui a ouvert récemment dans les années 2019. Et l'avantage d'un site comme celui-là, comparativement aux autres, qui a été vraiment créé nativement autour de l'œuvre d'art. Vraiment avec notre expérience, l'empirique qu'on a pu avoir et mettre à disposition de nos clients puisque ça dépasse le simple site de stockage. Vraiment, c'est pour ça que c'est un vrai centre de conservation. Nos clients viennent y travailler sur leur collection, viennent faire des études. Ils sont vraiment, en fait, on est entre guillemets, une salle déportée d'un musée ou d'une collection pour un gros collectionneur, mais on va aussi s'attacher à donner le même service et la même qualité à un collectionneur, à un particulier qui va avoir moins d'œuvres d'art. On a vraiment tout type, comme le disait Sean, de clients qui vont du particulier au galeriste, à l'institutionnel, aux grandes institutions et fondations aussi. On voit aujourd'hui que le métier, les maisons de luxe intègrent de plus en plus cette partie de la conservation, puisque le patrimoine des entreprises prend de plus en plus d'importance et donc souhaitent le conserver, puisque c'est leur image de marque et ils vont promouvoir dans ce sens-là. Quels sont les métiers qui interviennent justement dans cette conservation ? Tous les métiers finalement qui nous mettent en relation avec les clients, que ce soit bien évidemment le chef de projet. Il y a aussi des chefs de projet à la conservation qui ont certaines spécificités qui vont être différentes d'un chef de projet transport avec lequel on a besoin d'avoir une rigueur, hein, comme dans le métier, une partie très aussi juridique qui est portée sur le juridique, une partie sur de la rigueur puisqu'on va gérer des collections. Nous, quand des clients nous déposent des objets, et l'œuvre peut rester. Il y a des clients qui sont là depuis, bien évidemment, 30, 50 ans et qui sont encore, les familles ont encore laissé les œuvres. Donc, on doit s'assurer de pouvoir transmettre, en tout cas, aux clients des listes valorisées, des objets qu'on a chez nous. On a deux types de contrats. Hein. On va avoir des contrats avec de la gestion de collection et c'est sur cela qu'on va y mettre un peu plus d'attention. Donc, le chef de projet va être là pour faire un peu le chef d'orchestre et organiser les venues des clients, s'assurer que les listes soient bien renseignées, de mettre tous les éléments et de répondre aux demandes des clients quand ils souhaitent venir travailler sur les collections. Et on a aussi des agents de conservation qui vont être, eux, donc sur le site et qui vont être là pour accueillir les clients, être à leur écoute et aussi réceptionner les œuvres et les ranger au sein des espaces qu'on va allouer. On va avoir des petits espaces, comme des espaces pour certains clients qui vont avoir 3 000, 5 000 mètres carrés. Et finalement, nous, on a un rôle de conseil. On va accompagner les clients, on va pouvoir travailler avec eux aussi
on a des métiers où on va faire de la projection aussi pour installer les surfaces, on va travailler avec eux. On s'est vraiment adapté et une de nos forces, en tout cas, ça a été celle-là, c'est d'être à l'écoute de nos clients et de travailler avec eux. Le métier a vraiment aussi évolué parce que notre clientèle aussi et nos clients ont évolué. On a de plus en plus de régisseurs, de conservateurs, de restaurateurs et finalement, nous, on va s'adapter à cette demande et c'est pour ça qu'un site aujourd'hui comme le Bourget va offrir aux clients en fait toute cette prestation et on va assurer en tout cas à nos clients d'avoir un service qui va être complet pour eux et pour les œuvres d'art surtout et de les conserver et de les garder dans le temps pour pouvoir les restituer dans l'état où on les a reçus. Donc, sont conservés finalement des trésors en toute confidentialité. Qu'est-ce qui, Oui. selon toi, rend vraiment passionnant ces métiers, tant chef de projet que agent logistique de conservation, par exemple? Vraiment, ce encore et ce que j'insiste, pareil, ça fait très longtemps que je suis dans le métier maintenant, ça va faire 23 ans et encore, on va encore avoir des surprises, on va encore avoir des nouveautés. C'est vraiment les relations qu'on a avec nos clients. On a des clients vraiment qui nous enrichissent aussi au quotidien. Ça reste très difficile, hein. On est dans une clientèle haut de gamme, de luxe, Exigeante, mais je oui. trouve qu'on a aussi, voilà, on a cette très exigeante, mais on a aussi cette chance. On est dans un métier de niche et je pense que tous ceux qui sont présents autour de la table aujourd'hui sont assez fiers de travailler dans ce secteur. Comme disait Sean, hein, on a chacun notre histoire. Pareil, je n'étais pas forcément à l'origine fait pour un métier dans l'œuvre d'art, mais ça nous a permis de nous ouvrir des portes et des accès, Sean encore plus que nous, puisqu'il va dans des institutions, il va dans des musées, il peut aller à l'Assemblée nationale par exemple. Tout le monde ne peut pas accéder à ça. Et c'est vraiment cette relation qu'on va avoir avec nos clients. On va créer une relation de confiance. Et ça, c'est vraiment un plaisir au quotidien de travailler avec nos clients. Et on a vraiment aussi un produit, on ne va pas dire, mais c'est vraiment ça, sur lequel on va travailler, qui est l'œuvre d'art. Et pareil, le fait de cette unicité, que c'est un objet unique, ça fait rêver l'œuvre d'art, ça donne envie. Et finalement, c'est ça qui va rester, en tout cas, compte tenu que les œuvres sont différentes, comme disait Sean aussi, on est tout le temps dans de la nouveauté. Les œuvres ont changé, nos clients aussi, les demandes ont changé. Il y a véritable une évolution dans nos métiers. Si on reparle de ce qu'on faisait il y a même 10-15 ans, et aujourd'hui, le métier est totalement différent. Oui, c'est une activité qui se transforme. Qui se transforme tout à fait. Pour parler justement de cette transformation, ce que je disais, on parlait de garde-meuble, maintenant on parle de conservation. Parce qu'en effet, au sein de la conservation, ce qui est important, c'est de faire face aux risques. On a différents risques, on va avoir des risques qui vont être liés à des facteurs, comment dirais-je, d'ambiance, qui vont être l'humidité, la température, les insectes par exemple, l'air, des choses comme ça, et aussi la partie humaine. Donc les risques qu'on peut avoir. Et nous, notre métier, c'est ça, c'est d'essayer au maximum de mettre les moyens et d'assurer cette pérennité des œuvres en mettant des actions de conservation dites préventives. C'est aussi un métier qui a commencé à venir avec tous les conservateurs, avec les restaurateurs, et donc on a mis en place. On a dû aussi, nous, écouter nos clients, nous mettre en place, essayer d'avoir des experts. Donc, on a aussi recruté des personnes qui vont faire de la régie, qui ont cette véritable valeur ajoutée en conservation préventive pour qu'on puisse toujours répondre finalement aux problématiques de nos clients et de leur trouver des solutions. Le métier aussi a changé compte tenu de l'évolution technologique. Aujourd'hui, nos bâtiments, si on regarde un bâtiment historique qu'on avait il y a 20-30 ans et en effet celui du Bourget, où toute la technologie a été mise autour de ce bâtiment, puisqu'il a été réfléchi vraiment nativement pour de l'œuvre d'art. On est dans un bâtiment de dernière technologie et donc pour nous, c'est un vrai plaisir de travailler et aussi bien nos clients. On va mesurer par niveau la température, on va pouvoir vérifier l'hygrométrie, on a une GTC, donc un ordinateur qui va gérer l'ensemble des flux dans le bâtiment. On a un bâtiment qui est sous hypoxie, donc finalement, on va diminuer le taux d'oxygène à l'intérieur du bâtiment en injectant de l'azote pour justement diminuer le risque de départ de feu. C'est vraiment un cocon finalement pour l'œuvre d'art qui va être totalement hermétique et qui va permettre de vraiment laisser aucun risque en tout cas pour l'œuvre d'art. Et on va encore avoir dans cette nouvelle tendance. Aujourd'hui, on est beaucoup dans de la digitalisation aussi. Le métier a changé. On était dans un métier très, très manuel.
On a tous eu nos bons de travail, on a tous eu avec des papiers à signer. Aujourd'hui, tout est digital. Et vraiment, c'est une force. On a pris ce tournant-là, nous, depuis un petit moment maintenant. On est dans du digital. Et donc, ça permet encore pour moi, en tant que responsable de la conservation, d'avoir un historique, d'avoir une traçabilité. Et on va pouvoir intégrer maintenant du QR code. Avec ce QR code, ça nous permet en tout cas aussi d'avoir ce suivi et de rassurer nos clients. Et demain, ça va encore beaucoup plus loin puisqu'on est en train aussi d'étudier de nouvelles technologies et on évolue avec ces nouvelles technologies qui sont les puces. On va pouvoir géolocaliser les œuvres, on va pouvoir avoir la température, l'hygrométrie de l'œuvre par exemple, et on y va en avançant. Et encore une dernière évolution qui arrive finalement maintenant, c'est tout ce qui est environnement. Aujourd'hui, on a toute cette question environnementale de RSE aussi qui est très importante. Et nous, ça nous demande aussi de nous poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment, les dernières conférences qu'il y a, par exemple, qu'il y a pu avoir à l'ICOM ou des autres choses comme ça, on se pose les questions vraiment de se dire, est-ce que les règles qui ont été établies par tous les scientifiques d'avoir 19-20 degrés, 49-50 de taux d'humidité dans les bâtiments est cohérent pour toutes les œuvres? Comment on peut adapter les bâtiments pour réduire en effet notre énergie? Quels sont les moyens ou les nouvelles technologies qu'on va mettre aussi pour diminuer cette empreinte carbone sur lequel on est vraiment très attaché chez Chenu, pour lequel on essaie de travailler et d'avoir un impact fort. Oui, très bien. Merci beaucoup, Ahmed. Et tu as de fait répondu à une dernière question qui est arrivée sur le sujet du tracking des œuvres, distanciation, mesure de l'humidité, température, œuvres connectées. Donc, effectivement, exactement, sur des sujets sur lesquels, en effet, on travaille, et puisque c'est des demandes de nos clients, et on est vraiment au support de ces besoins de nos clients. Alors, venons-en à présent au métier de chef de projet. Alors, en tout cas, c'est l'intitulé dans une entreprise comme Chenu, un chef de projet logistique des œuvres d'art. Sean, tout à l'heure, tu parlais de coordinateur. C'est vrai que c'est l'intitulé qui a été choisi au sein de LP. Les métiers sont les mêmes, hein, coordinateur, chef de projet, c'est la même chose. Jennifer, en quelques mots, est-ce que tu peux donner quelques éclairages sur ton parcours professionnel? Comment es-tu arrivée jusqu'à Chenu finalement? Effectivement, j'ai fait un parcours dans le secteur du transport et de la logistique tout de suite après le bac. Donc, j'ai suivi un DUT et un master dans ce secteur-là. Donc, pour moi, le secteur du transport et de la logistique était un peu une évidence parce que j'y voyais en fait plusieurs options, plusieurs possibilités de métier, dans la mesure où je me suis toujours dit qu'on transporterait toujours quelque chose ou qu'on manipulerait toujours quelque chose, que ce soit en France ou dans le monde. Et en fait, j'avais vraiment cette perspective d'avoir une liberté de choix de métier à l'instant T ou plus dans le futur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce parcours. Et effectivement, voilà, j'ai fait ce parcours en alternance, en étant dans diverses entreprises qui étaient plutôt des grands groupes, en tant que chef de projet d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout la même façon de procéder puisque la partie opérationnelle n'était pas aussi dense que ce qu'un chef de projet peut faire dans le transport, dans le secteur de l'art. Et du coup, de là, je vais parler un peu de comment ça se passe. Oui, qu'est-ce que c'est que ce métier de chef de projet? C'est ça. Donc, dans un premier temps, on fonctionne plutôt par devis, par projet. Donc, ça peut être des expositions, ou alors des exports, des choses simples qui peuvent durer sur une journée, des opérations simples ou des opérations à moyen ou longue durée. Et à partir du moment où on reçoit donc ce projet qui pour nous représente un devis, on a tout de suite une notion d'anticipation et de priorisation à avoir. Parce qu'en fait, on a un délai. Si une exposition ouvre dans 1 mois, on n'a pas la possibilité qu'elle n'ouvre pas dans 1 mois. Parce qu'en plus de ça, en fonction des expositions, en fait, il y a toute une communication derrière. Et en fait, on doit respecter le délai. Donc, on ne peut pas étendre le temps si jamais nous n'arrivons pas à faire certaines choses. On arrive toujours à le faire. En tout cas, c'est ce que j'ai appris ici. Et on arrive toujours à le faire, effectivement. Et en fait, quand on reçoit le devis, le plus important, c'est anticiper, prioriser et communiquer. Vraiment, que ce soit avec donc, le client qui est l'organisateur,
les prêteurs, on parle de prêteurs puisque c'est eux qui nous permettent de réaliser l'exposition. Et ces prêteurs peuvent être d'autres galeries, ça peut être en France ou à l'étranger. Et lorsqu'on est sur l'étranger, on travaille donc avec des partenaires, donc Artim, ça c'est encore un autre point, c'est la communauté liée au transport d'œuvres d'art dans le monde. Et en fait, avec les divers agents, on est en communication pour que eux qui font le même métier à l'étranger puissent nous permettre d'atteindre l'objectif qui est donc de livrer la caisse avec l'œuvre dans les temps et dans les meilleures conditions. Et c'est là où plusieurs notions s'insèrent parce que il y a la douane, il y a tous ces sujets qui remontent. Donc finalement, une œuvre qui part d'un point A à un point B, quand ça fait de Paris à Paris, il n'y a pas autant de points de douane à prendre en compte. Mais quand ça arrive, effectivement, il faut faire très attention. Il y a toutes les notions d'assurance aussi, parce qu'en fonction de la valeur de l'œuvre, on ne peut pas forcément la valeur de l'œuvre ou des œuvres, parce que du coup, on transporte plusieurs œuvres en même temps. On ne peut pas forcément mettre tout dans un seul vol ou dans un seul même camion. Donc, ce qui fait que nous devons être vraiment vigilants et communicants et être très clairs dans nos échanges. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Et bien évidemment, la notion de la gestion financière qui est quand même assez présente parce que l'objectif, c'est de rester dans les coûts qui ont été annoncés au devis. Mais voilà, si jamais il y a des surcoûts, il faut les annoncer directement, être très transparent aussi avec le client de la raison pour laquelle il peut y avoir des surcoûts. Donc, la notion de transparence, quand même, elle est aussi importante. Donc, le maximum de communication, en fait, on parlait depuis le début d'être chef d'orchestre. Oui, c'est ça. C'est ça. Le terme, je pense, est bien choisi. Et c'est ça, il est vraiment bien choisi parce qu'on a plusieurs casquettes. Quand je regarde, effectivement, on échange avec la production pour leur donner les bonnes instructions, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur l'opération, est-ce qu'il y a des difficultés, pas des difficultés, être le plus communicatif, partager des plannings, et même dans la partie de l'organisation, discuter du coup avec le service de planification pour essayer de prévoir les moyens nécessaires pour le transport et la manutention de l'œuvre, de l'œuvre et des œuvres qui sont destinées à une exposition. Et parfois, on travaille aussi donc, avec le GEM parce que certaines œuvres sont conservées là-bas. Et donc, on est en contact permanent finalement avec plusieurs types de services. Donc, si je résume un peu, on est en contact avec le service donc sales, qui est donc les commerciaux. On est en contact avec le GM, donc la partie conservation. On est en contact avec le service de planification. On est en contact avec le service de production. Et là, avec tous les agents qui peuvent y avoir en fait dans le monde. Donc, on est en contact. Et j'oublie pas, bien évidemment, les prêteurs, les institutions. L'autre côté, oui. Voilà. Les prêteurs, les institutions. Les prêteurs qui peuvent être des privés, hein. Ils ne sont pas forcément des institutions. Des privés, des particuliers. Avec certaines prérogatives pour le prêt. C'est ça. Et pour la notion des prérogatives pour les prêts, en fait, il y a tous les contrats de prêt qui sont déjà établis entre les organisateurs et les prêteurs. Et nous, en fait, l'objectif, c'est de respecter ce contrat de prêt qui a été signé entre les deux parties. Donc voilà. Et le dernier point, c'est la partie des convoyeurs, parce que voilà, pour certaines œuvres, il nécessite que une personne de la régie suive de bout en bout en fait le transport d'un point A à un point B ces œuvres-là. Et donc on a un régisseur d'une institution ou même le prêteur particulier s'il souhaite voyager avec son œuvre, que ce soit en France ou à l'international, pour assister à l'accrochage, est-ce que c'est fait dans les bonnes conditions, et pour avoir cette garantie qu'on puisse, qu'on respecte leurs prérogatives et leurs exigences, justement. Donc, il y a aussi un peu la notion de, je dirais, agence de voyage aussi qu'il peut y avoir à un moment donné. Donc, vraiment, en termes de polyvalence, je dirais qu'il n'y a pas mieux. Si on cherche un poste sur lequel on ne veut pas s'ennuyer et qu'on veut voir beaucoup de choses tous les jours,
outre le fait que les expositions et les œuvres ne sont pas pareilles, rien que de discuter avec des multiples parties, ça permet de s'ouvrir en fait à plusieurs métiers. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant et finalement important parce qu'en fait, on ne maîtrise pas tous les métiers et on est accompagné finalement d'experts dans chacun des secteurs. Et en fait, eux, en fait, ils nous accompagnent, ils nous donnent des conseils. Et ça, c'est très important du coup pour le respect des œuvres, pour le respect des devis et pour faire les choses en sécurité. Et pour ça, effectivement, on a des divers outils sur la partie digitalisation en interne, voilà, des outils numériques qui nous permettent de travailler, de communiquer à plusieurs parties en même temps les informations nécessaires pour être le plus clair possible. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? C'est vraiment ce côté multitâche. En vrai, pour ma part, c'est ça, c'est vrai que j'avais un peu peur d'avoir un métier un peu redondant. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Déjà, parfois, rien que le fait de ne pas travailler forcément sur le même fuseau horaire qu'un autre agent, ça change déjà la notion d'organisation. Et faut s'adapter aussi à des exigences qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait de parler anglais au quotidien. Ça permet déjà de maintenir ce qu'on a appris en cours et de rester toujours un peu actif à d'autres cultures finalement aussi. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et selon toi, qu'est-ce qui fait un bon chef de projet? Quelles sont les qualités que doit avoir un chef de projet pour exercer son métier, pour exercer bien exercer son métier? C'est vrai que je dirais en premier beaucoup d'organisation. C'est le plus important. Ensuite, dans l'organisation, il y a l'anticipation et la priorisation des diverses tâches. Et ensuite, il y a tout ce qui est la partie alerte aussi, parce que en fait, il faut aussi alerter quand il faut, dire attention, là, on pense que ça pourrait être risqué d'effectuer une opération ou une autre. Donc finalement, il y a aussi une notion un peu de conseil auprès des diverses parties. Donc c'est important. Il faut savoir aussi être disponible, je dirais. La disponibilité, c'est important. Sur un chantier, par exemple, on ne peut pas juste se dire, voilà, parfois, de 9h à 17h, ça ne suffit pas. Donc, ce sont des aléas qui peuvent y avoir sur le terrain que nous ne maîtrisons pas. Il faut savoir être disponible pour régler certains sujets. Là, si je prends un exemple, j'ai une convoyeuse qui était donc à l'étranger. Son vol est annulé à la dernière minute. On ne va pas la laisser dans le pays, il faut bien qu'elle rentre. Donc voilà, on reste disponible et on a beaucoup aussi de flexibilité à avoir par rapport à ça. Donc c'est important d'avoir ces diverses qualités. Et je dirais pour ça, c'est la partie vraiment, il faut aimer son métier, il faut être passionné aussi par ça. Et ça, en fait, ça se fait de manière plus fluide quand on aime son métier de toute manière. Est-ce que vous voulez compléter cette conclusion par Jennifer? Non, elle l'a très bien. C'était très clair. Ouais, elle a bien résumé. En effet, je la rejoins sur le métier, aimer le métier et tout notre savoir-faire, le mettre vraiment à la disposition de nos clients et de l'écouter vraiment. Et c'est ce qui nous fait progresser. Je pense qu'au niveau de toutes les entreprises du groupe ou même dans le secteur, en tout cas dans ce secteur-là, c'est vraiment nos clients qui nous poussent vers le haut et qui nous permettent en tout cas d'évoluer et de progresser. Belle transition, merci beaucoup Ahmed. Donc passons à présent côté client. Donc avec un digne représentant de maison de vente aux enchères, donc Tagean. Maxime, merci de participer et d'échanger avec nous autour de ce webinaire sur le sujet des métiers. Donc il y a aussi des métiers côté client, mais je t'en prie. Par rapport à Jennifer et quand elle a dit qu'il fallait être organisé, je veux dire que j'étais totalement d'accord car j'avais fait le même métier qu'elle avant. Et c'est vrai qu'en tant que coordinateur ou chef de projet, c'est
peut-être la chose la plus importante, mais il ne faut pas faire peur aux jeunes qui nous écoutent. Au début, c'est difficile, et puis après, on s'améliore et l'organisation, ça vient avec le temps et l'expérience. L'expérience. Ouais. C'est Donc, vrai, ça s'apprend en fait. Et du coup, je me permets un peu de compléter Ouais. ça, sachant que ça fait que un an et demi que je suis là, je me rends compte que l'organisation, ça s'apprend vraiment. Oui, Il faut une méthodologie et ça se prend avec le temps. c'est ça. C'est C'est pour pas ça que forcément inné chez tout le monde, donc faut pas s'inquiéter si jamais. Donc, si quelqu'un aime un peu la logistique, les œuvres d'art, il nous écoute, il se dit « je ne suis pas trop organisé, j'ai 18 ans », c'est limite normal. Il ne faut pas qu'il s'empêche de venir travailler chez Chenu ou LPR à cause de ça. Il l'apprendra avec le temps. Voilà, j'avais envie Ah, de… merci, non, merci Maxime. Est-ce que tu peux, alors là on a parlé évidemment transport, logistique, conservation. Là on va s'adresser plutôt à toi parce que tu as ce regard d'une maison de vente. Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps nous expliquer ce que c'est qu'une maison de vente, quels sont les métiers qu'on y trouve et quelle est finalement la mission d'une maison de vente aux enchères? Quelles sont ses contraintes et Oui, bien ses sûr. obligations? Alors, une maison de vente, c'est une entreprise qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Chez nous, à Tajan, il y a environ 60 ventes par an, grâce à une dizaine de départements spécialisés. Et ce n'est pas uniquement des œuvres d'art. Donc, il y a il y a l'art contemporain, les tableaux anciens, l'Asie. Il y a aussi le vin et spiritueux, il y a les bijoux, il y a le luxe. Voilà. On vend dans notre salle. Donc, on a une belle salle art déco. Je conseille à tout le monde de venir. Oui, très très belle salle, je C'est confirme. gratuit, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Et donc, on a des ventes dans notre salle et aussi sur Internet. Donc, c'est pour ça qu'on a des clients un peu partout dans le monde. Une vente, elle se fait en plusieurs étapes. C'est sur plusieurs mois, en fait. Il y a la prospection des œuvres par le département spécialisé, le transport, les transports avant la vente, l'expertise des œuvres, voir si elles sont bonnes ou pas, si on va bien les mettre en vente ou pas. La pub, le cataloguing, les ventes, puis il y a la vente et les transports après la vente. Et en gros, pour expliquer un peu aussi comment on gagne notre argent, si une œuvre est vendue, Tajan récupère une commission en fait sur le prix marteau. Donc, c'est pas nous qui vendons l'œuvre. On est juste là, on est un intermédiaire et tout le monde est content en fait si on trouve un acheteur à une œuvre. Voilà ce qu'une maison de vente aux enchères. D'accord, le prix au marteau, je ne connaissais pas l'expression, je vois bien et je visualise le geste, mais j'ignorais le terme. Voilà. Et alors, toi, tu es aujourd'hui responsable du transport et du shipping chez Tajan. Quelles sont les différentes missions que vous exercez au sein de ce service? Alors, avant de parler des missions, juste Tajan, en gros, il est client des transporteurs, mais aussi un intermédiaire entre les transporteurs et nos clients. Donc, ça dépend qui paye le transport. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner et de simplifier la partie transport pour nos clients, qui sont souvent des particuliers. Donc, c'est un peu différent du service musée à Chenu ou LPR. Donc, voilà, on est là pour les aider et on donne du coup des conseils. Et grâce à notre expertise, on leur donne des conseils pour que soit choisi le bon transporteur en fonction du type d'œuvre, de la valeur de l'œuvre, de la destination. Et du coup, c'est vraiment en fonction de ce que nous demande le client qu'on va le diriger vers tel ou tel transporteur. Donc, ça nous est arrivé de demander des devis à LPR, par exemple. C'est plus quand c'est une œuvre vraiment avec une valeur très élevée ou que c'est vraiment particulièrement fragile. Mais souvent, nos clients sont des particuliers et eux, ils veulent plutôt, en général, payer moins, le moins possible. Donc, on se dirige vers d'autres transporteurs qui ont un autre service. Le service, à chaque fois, ça se passe bien, mais ce n'est pas forcément une caisse en bois sur mesure, par exemple.
Et puis, pour parler des missions, en gros, on a des demandes de devis avant le transport ou des demandes de devis après le transport. Donc, en gros, pour le client, nous, on retransmet tel quel. En fait, on fait du service, donc on ne prend pas de marge. On prend le prix que nous a donné le transporteur, on le donne au client, on en donne plusieurs, un ou plusieurs. Si le client est OK, on le met directement en contact avec le transporteur. On gère les douanes, donc ce n'est pas nous qui faisons les douanes, mais on a un tableau, on suit si c'est des œuvres, si on importe des œuvres temporairement. Il faut suivre avant que ce soit la fin des 24 mois d'importation temporaire. Si on vend l'œuvre à un Européen, on demande la mise à la consommation. Donc, voilà, il y a une partie douane. Contrairement donc à quand on est coordinateur, voilà, là on a accès aux œuvres, on les touche, donc on les manipule, on fait de l'accrochage, de l'emballage, on aide à l'installation d'une vente, d'une exposition. Voilà, on manipule les œuvres d'art, donc ça c'est vraiment pas mal, comme Sean en fait. Ensuite, on participe aux ventes, donc en gros, lors des ventes aux enchères, il y a le commissaire-priseur qui est en contact avec les personnes qui sont en salle, avec des collègues à moi qui sont au téléphone avec des clients, mais il y a aussi les personnes sur Internet. Et donc moi, par exemple, je valide les enchères sur Internet. Donc ça, c'est aussi une des missions. Il y a la gestion de l'entrepôt. On a certaines œuvres qui sont volumineuses, on a des meubles. Et donc, ces meubles, ils sont stockés chez un prestataire. Et donc, ça aussi, c'est à gérer, voilà, des navettes en interne. Ça, c'est aussi une des missions. Et puis, on essaye toujours de s'améliorer, donc de créer ou d'améliorer les procédures. Là, on est sur un projet de faire un peu un classeur de procédures qui servirait un peu à tout le monde dans l'entreprise. Voilà un peu nos missions. Et j'ai oublié de dire que par rapport aux missions du service logistique, une des choses qui est pas mal chez cette agence, c'est qu'on est donc un service transport, c'est une certaine valeur ajoutée, parce qu'on sait, ça se comprend, mais certaines autres maisons de vente aux enchères n'en ont pas. Et donc, ce sont les experts d'œuvres d'art, ce sont les commissaires-priseurs eux-mêmes ou même les stagiaires qui vont s'occuper de la partie transport. Et ce n'est pas leur métier de base. Donc voilà, nous, au moins, on a cette possibilité de faire du service auprès de nos clients. Oui. C'est un service qui existe depuis combien de temps au sein de la maison Tajan? Ça fait pas longtemps, ça fait, je crois, ça fait 2-3 ans. Moi, j'y suis depuis seulement 1 an et demi. Mais avant, c'était les départements. Donc, les personnes qui ont fait des études dans les œuvres d'art, qui sont spécialisées dans tel ou tel type d'œuvre, qui géraient aussi le transport. Et maintenant, voilà, on est plusieurs à s'en occuper. Ouais. Merci Maxime. Nous arrivons au terme du webinaire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques mots avant de passer la parole aux personnes qui nous écoutent et qui auraient des questions. Béatrice, Jennifer, Sean, Ahmed, Maxime. Moi, je veux bien dire quelque chose. Je t'en prie. C'est que j'étais comme Jennifer avant, donc coordinateur chez LPR. J'ai travaillé avec Sean notamment. Et c'était juste pour dire que c'est intéressant quand on est côté prestataire d'avoir la chance de passer de l'autre côté client, de voir l'autre point de vue. Et donc, quand tu posais la question, est-ce qu'on peut évoluer? On peut évoluer en interne, mais on peut aller aussi aller du côté client ou revenir côté prestataire. Je dis ça encore parce que comme c'est un webinar, on nous écoute et donc voilà, il y a des possibilités d'évolution, de voir différents postes. Et pareil, je trouve que ce qui est vraiment bien dans notre métier, c'est la diversité des tâches. On a tous répondu la même chose, mais de faire plein de choses différentes. Métier de passionné. Les métiers du transport sont des métiers de passionnés. Et en effet, pour
pour rajouter, en effet, c'est ce qu'on aime, je pense, tous autour, c'est vraiment le service, c'est de rendre ce service aussi bien nous, en tant que transporteurs, on va être un des maillons de cet organisateur, de cette organisation, ou comme disait Maxime, qui va aussi, lui, être un moyen de transmettre finalement avec des ventes, mais au bout, il y a aussi des clients qui vont vendre des œuvres et à laquelle il y a des clients qui vont acheter. Et finalement, ce qui nous anime, je pense, tous autour de la table, c'est vraiment de rendre ce service, et aussi, encore, que ce soit nous derrière un téléphone, à la rencontre des clients quand on les reçoit, quand ils vont emballer les œuvres d'art, quand Jennifer a les clients, c'est vraiment ce souci de vouloir rendre un service et d'autant plus de qualité compte tenu du métier qu'on a de l'œuvre d'art. Ouais. Et moi, je voulais rajouter une dernière chose, et je pense qu'on a un peu oublié cela, c'est l'esprit d'équipe. Parce qu'en fait, on a beaucoup séparé tout, installateur, chef de projet, et ainsi de suite. Et en fin de compte, je sais aussi, par exemple, que chez LP, je sais que chez Chenu, il y a un esprit d'équipe. C'est qu'en fait, on ne peut pas travailler sans chef de projet, on ne peut pas travailler sans la planification, on ne peut pas travailler sans le client, et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, on est tout le temps en communication. Tout le temps. Donc, en fin de compte, il y a aussi on n'est jamais seul. Par exemple, si on va bouger une sculpture de 2 tonnes, on ne peut pas le faire tout seul. On est avec une équipe et souvent, ça crée des liens et en fin de compte, on est solidaire. Donc, quand il y a un problème ou quand ça se passe bien, bah, on a souvent des félicitations. La coordinatrice, le chef de projet a des félicitations et ainsi de suite. Et donc, voilà, je voulais qu'on n'oublie pas qu'on est quand même Tu as raison, bien sûr. une famille, une équipe. Ouais. Je vais lire une question qui est arrivée. Avant, peut-être tu voulais faire une remarque, Olivier, je ne sais pas. Non, non, pas du tout. Je disais que c'était très intéressant. Ça va certainement provoquer des vocations. Enfin, c'était un peu le but. Et effectivement, j'allais te préciser qu'il y avait une question qui t'est arrivée. Donc, Voilà, alors je vais lire la question. Y a-t-il des équipes spécialisées vers l'international, où chaque équipe est polyvalente, région parisienne, nationale, internationale? Emballage et installation vont-ils de pair ou sont-ils deux métiers bien différents? Enfin, prenez-vous en compte l'impact écologique des transports, que ce soit dans le choix de transport, l'avion, le camion, etc., pour des trajets, mais c'est aussi des projets courts ou longs, ainsi que dans le choix des matériaux. Donc, je propose de commencer par la première question. Y a-t-il des équipes spécialisées vers l'international où chaque équipe est-elle polyvalente? Jennifer, peut-être tu veux répondre à cette question? Oui, alors du coup, chaque équipe peut être amenée à aller à l'international, en fait, en fonction des divers projets. En fait, rien que pour le transport, si on doit faire un transport vers la Suisse, vers l'Espagne, vers la Suède ou autre, beaucoup de personnes dans l'opérationnel peuvent le faire, des chauffeurs, des emballeurs, parce que en fonction des projets, les équipes ne sont pas uniquement à Paris, et justement, ça leur permet aussi d'avoir de la diversité aussi dans leur métier. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont plus à l'international de par leurs compétences qui sont très spécifiques, le fait qu'ils soient chefs d'équipe, ils seront plus amenés à aller sur des destinations je vais dire plus lointaine, mais c'est parce que je pense à Abu Dhabi où on a dû, il y a des équipes qui étaient à Abu Dhabi, mais c'était des équipes qui avaient été sélectionnées, spécifiques, avec de l'expérience et des compétences spécifiques. Et c'était également pareil pour le Maroc. Bon, je pense qu'il y a quand même aussi le problème linguistique. C'est quand même mieux de parler un minimum anglais pour partir à l'étranger. Oui, mais finalement, c'est pas toujours un obstacle. L'équipe, ils arrivent toujours à se faire comprendre. Déjà, rien que quand ils vont en camion en Italie ou en Espagne, en fait, ils arrivent toujours à trouver un moyen. J'ai un chauffeur un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, bah voilà, tu parles anglais? Il me dit, ah non, mais pas du tout, mais tu sais, Google Translate, ça marche très bien aussi. C'est pas la première fois que j'y vais. Et ça, effectivement, ça se passe bien. Donc finalement, ils trouvent toujours un moyen de pouvoir communiquer et les opérations se passent bien parce que chacun fait un effort. Même à l'étranger, quand ils voient des Français arriver, ils savent que forcément, ils ne parlent pas forcément l'anglais ou
ou la langue locale, donc ils font aussi un effort. On n'est pas spécialiste en langue, effectivement. Oui, c'est bien. oui, effectivement, on n'est pas dans le top of the pops, c'est clair. Pardon, Jennifer, je t'en prie, vas-y. Non, mais je disais que finalement, il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas d'équipe spécialisée. Ahmed, si c'est pas tout à fait correct, tu me dis, mais pour l'instant, en tout cas de mon expérience, il n'y a pas de spécialisation. Non, c'est vraiment au besoin de l'opération qu'il va y avoir. C'est vraiment toujours ça qui va déterminer qui va aller sur une opération, parce qu'on va avoir besoin de faire des écrins, donc il faut un spécialiste qui va savoir faire de l'écrin. On va avoir besoin de faire du bardage, donc il va falloir un spécialiste qui fasse du bardage. On va avoir besoin d'équipes porteurs qui sont assez sur du lourd. Il va falloir un tableau. Donc on va vraiment définir une équipe selon la spécificité de l'œuvre. Et ensuite, en effet, l'international vient à côté. Et aussi, on a des agents à l'étranger. Donc, on va avoir des opérations sur lesquelles on va aller. Et on a aussi des agents à l'étranger qui vont travailler avec nous. Je propose de lire la seconde partie de question. Emballage et installation ont-ils de pair ou sont-ils deux métiers bien différents? Je pense que c'est une question pour toi, Sean. Alors, en tant qu'installateur emballeur, il faut être versatile. En fait, il faut être, comme je dis souvent, on doit être le couteau suisse. Donc, en fait, on doit savoir justement tout faire. Donc, forcément, les premières années, on ne sait pas faire tout à la perfection. Et même avec 18 ans d'entreprise, on ne sait pas faire toutes les choses à la perfection. Pourquoi? Parce que les œuvres sont diverses et variées. Mais pour répondre à la question, oui, ça va de pair. Parce que il faut savoir, on va faire peut-être, il y a des périodes, par exemple janvier, février, on va faire beaucoup d'installations et mars, avril, on va faire beaucoup d'exports. Il y a des équipes qui vont, par exemple, envoyer des robes à Tokyo pour une expo de Dior qui va avoir à Tokyo. Donc là, forcément, ils vont passer 2 semaines à faire de l'emballage de robes, alors que d'autres personnes vont faire de l'installation, je ne sais pas moi, au Louvre, parce qu'il y a une expo dans les salles expo temporaires. Donc forcément, il faut être versatile, on va dire. Donc, métier, c'est pour ça qu'on parle d'emballeur installateur. Exactement. Tout à fait, un seul et même métier. La troisième partie de question, prenez-vous en compte l'impact écologique des transports, que ce soit dans le choix du transport, voie maritime, aérienne, etc., pour des trajets courts ou longs, ainsi que dans le choix des matériaux? Peut-être Ahmed? Oui, tout à fait. Et comme je le disais, c'est vraiment aujourd'hui une des données qui est très, très importante et qu'on souhaite vraiment mettre en avant. Et ce qu'on rencontre, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on voit encore qu'il y a encore beaucoup de chemin, puisque les œuvres viennent du monde entier, il faut aller les chercher. Et aujourd'hui, on est en train vraiment d'initier ça, d'avoir ces bilans carbone, d'accompagner nos clients. Et c'est ce qu'on le disait aujourd'hui, c'est vraiment ça. Là, je retourne un peu sur ce que je disais, où on disait on écoutait beaucoup nos clients et on était à l'écoute. Aujourd'hui, je crois que c'est l'inverse sur ce sujet-là. C'est plutôt nous, en tant que transporteurs et emballeurs, qui allons justement aller, on doit travailler ensemble, mais aussi aller dans cette éducation, parce que quand les expositions sont montées, sans citer de nom, tout le monde veut sa caisse bien spécifique, où il n'y a qu'une seule œuvre, où on ne met pas des caisses navettes. Ils veulent des transports dédiés, ils veulent faire vraiment le voyage selon une destination, avec forcément de l'avion, bien évidemment. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas, on essaye d'accompagner sur ce point-là. On va faire traiter nos caisses, par exemple. On est dans un système de recyclage court. Au lieu de jeter les caisses ou de les garder comme on le faisait avant, aujourd'hui, on fait venir des sociétés qui vont venir prendre le bois et lui donner une seconde vie. On va aujourd'hui, comme beaucoup, on est dans du véhicule électrique. Pour du trajet, on est en train d'avoir 3, voire maintenant 4 camions qui vont être électriques. Donc vraiment, sur les bâtiments, on va réduire et mettre en place, par exemple, des lampes à LED et pas de néon. On va vraiment essayer de mettre beaucoup de choses pour diminuer vraiment notre impact et essayer en tout cas d'aller vers ça. Mais il y a encore un grand chemin, puisque ce n'est pas encore bien intégré.
Mais je confirme ce que dit Ahmed, même pour nous en tant que chef de projet, on nous indique régulièrement de faire attention aussi à cet impact et d'éviter par exemple de faire partir des camions à vide, Mhm. et d'avoir en fait d'optimiser sur le trajet le maximum qu'on peut sur des diverses destinations. Donc l'idée, c'est de grouper, et nous, même nous en interne, quand on a un export vers l'étranger, on n'hésite pas en fait à diffuser une information. Attention, j'ai un camion à telle date, n'hésitez pas à vous grouper dessus. Comme ça, on optimise tous le camion. Et il y a certains clients qui sont assez sensibles à ça et qui peuvent nous demander le bilan carbone. Ça a été le cas pour la Fondation Louis Vuitton sur l'exposition Simon en taille, par exemple. On le Donc, fait en ils nous effet de suivent. plus en plus. C'est ça, Oui. ils nous suivent dans cette démarche-là également, et ils commencent à être en demande justement de cette démarche-là. Et après, il y a d'autres institutions qui avaient déjà été un peu précurseurs de ça, puisque par exemple, Giacometti, eux, ils ont des caisses qui réutilisent au moins 5 ans. Mm. Donc, il y a une vraie démarche. C'est vrai que ce n'est pas encore 100% établi, mais on sent que le mouvement est en cours, quoi. Aujourd'hui, par exemple, on va vers aussi du biocarburant. On est Oui. en train de mettre ça auprès de nos clients, mais c'est aussi une démarche. Le fait de faire ça, forcément, a aussi un impact financier, hein. Tous ces éléments, il ne faut pas oublier, on en parle peu là ce soir, mais il y a aussi tout cet impact financier. Et en effet, pour limiter tous ces éléments carbone, par exemple, on va travailler avec nos clients et leur dire, voilà, il y a un impact légèrement financier à prendre des biocarburants, mais est-ce que vous souhaitez nous accompagner dans cette démarche de limiter notre émission de carbone? Et aujourd'hui, en tout cas, à l'ensemble des clients pour lesquels on l'a proposé, tout le monde, en tout cas, est partant de rajouter quelques centimes au litre pour justement utiliser ces biocarburants. Donc, c'est en train de vraiment de devenir un point important et sur lequel, en tout cas, on essaye en tout cas d'être le plus vert possible, en tout cas, pour faire le petit jeu de mots bleu ou vert, et d'être le plus vert possible. J'ai une autre question. Est-ce que vous, et là ça s'adresse à toi, je pense forcément, Jennifer, en tant que chef de projet, vous arrive de voyager à l'international? Alors, c'est vrai que c'est pas forcément courant, mais ça peut être possible en fonction, encore une fois, de la compétence nécessaire sur place, de la complexité du projet, de la proximité aussi à avoir avec le client. Donc, ça peut arriver. C'est pas non plus systématique d'être en déplacement à l'international, parce qu'en plus de ça, il y a plusieurs projets à gérer en même temps. Donc, en fonction du timing, ce n'est pas forcément toujours possible, mais ça peut arriver. D'accord. Alors, moi, je vais rajouter une chose, c'est par exemple, chez nous, chez LPA, bon, c'est pas à l'international, mais on accueille volontiers, nous, les coordinatrices et coordinateurs, sur les chantiers. Donc, ça veut dire que on incite le personnel qui est souvent dans les bureaux à venir voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, et ça permet justement d'être dans des endroits un peu privilégiés, et ça plaît toujours de comprendre et d'être aussi actif sur le projet, mais d'une façon un peu plus, on va dire, intimiste, parce qu'on on voit comment se fait l'accrochage ou comment se met une pièce, et souvent ça plaît beaucoup, ça. Donc, voilà. Je confirme. Pour le coup, moi, j'essaye toujours d'aller sur les chantiers, au moins sur le deuxième jour ou le premier jour. Rien que après avoir travaillé avec l'organisateur qu'on n'a jamais vu, ça crée encore un autre lien, outre le fait de découvrir l'espace où l'exposition va se faire. Donc, on va se rendre compte des accès aussi qui peuvent être difficiles pour les équipes en fait terrain, et pouvoir mieux coordonner nous et mettre en alerte aussi le client face à certaines choses. Et bien évidemment, comme l'a dit Chun, voir l'accrochage, comment ça se passe avant de voir la finalité d'une exposition, c'est quand même privilégié. C'est pas tous les jours qu'on peut assister à des installations. Et l'inauguration aussi. Et l'inauguration, vous êtes aussi invité par le client. Vernissage. Voilà, c'est ça, au vernissage. Donc, c'est une belle façon aussi de voir la conclusion du projet mené à son terme, tant pour les équipes opérationnelles que les équipes de chefs de projet.
C'est ça, il y a une réelle expérience terrain qu'on peut avoir justement en allant voir ce qui se passe sur nos projets. Voilà. Et justement, je rebondis sur ce que dit Jennifer et qu'elle disait qu'elle a un an d'ancienneté, à l'inverse d'un Sean ou d'un moi. Mais c'est comme ça finalement qu'on acquiert aussi cette expérience. C'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller à la rencontre des clients, c'est aller à la rencontre des équipes sur le terrain qui, en effet, quand on va organiser, comme le dit Jennifer, être un chef d'orchestre et d'être en relation avec tout le monde, mais être en relation et transmettre une instruction de travail en disant tu vas aller dans tel musée, tu vas faire ça, mais quand on va sur place et qu'on se rend compte que finalement l'instruction qu'on a donnée et qu'on la voit en exécution et en train d'être faite, eh ben, on apprend et le chef d'équipe va lui dire tu vois là on m'avait dit ça et finalement j'ai plus besoin de ça et donc c'est de la transmission et c'est de la transmission de savoir et c'est aussi plaisant pour le chef d'équipe qui va transmettre que pour le chef de projet qui va justement apprendre. Et c'est comme ça que finalement la valeur et la boucle se fait, en tout cas dans notre métier. Oui. Autre question, comment gérez-vous l'aspect sécuritaire, protection des marchandises, des marchandises, des transports, des chauffeurs en interne ou coordination avec des forces de l'ordre? Donc, est-ce les sociétés type Chenu LP qui assurent elles-mêmes la sécurisation de l'œuvre et du chauffeur, ou bien alors faites-vous appel à des forces de l'ordre, et où d'ailleurs? Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue sécu? Alors, ce qu'il faut savoir, si je peux me permettre de prendre la parole, en effet, c'est que déjà, on est dans un métier où on transporte quelque chose de spécifique. L'œuvre d'art en elle-même n'est pas un objet forcément très convoité. On transporterait, je dis un exemple, des téléphones portables. Je pense qu'on aurait plus besoin de sécurité. Je serais moins tranquille à stocker des téléphones portables, dernier cri, en effet, que des œuvres d'art parce que c'est moins accessible. Venir avoir quelqu'un qui va venir aller soit dans un entrepôt, soit dans un camion pour venir justement ces problèmes de sécurité, c'est soit des commandes, soit des trucs très spécifiques. En tout cas, j'ai jamais eu ce cas-là, en tout cas à ma connaissance. Mais en effet, on va mettre bien évidemment beaucoup de sécurité. C'est aussi ce qui va limiter. On est dans des métiers pour chacun d'entre nous. Pas beaucoup dans le monde, on va dire, connaissent forcément les camions Chenu, les camions LP, ce que fait un Chenus. C'est pas connu, à moins d'être dans un milieu comme celui-là, avec des personnes averties et qui nous connaissent. Mais même si on va le voir, quel camion va passer, qu'est-ce qu'il y a dans une caisse, de toute façon. Rien n'est marqué, vous allez prendre, c'est peut-être une caisse vide, vous rentrez dans un entrepôt de 30 000 mètres carrés, tout est emballé pour accéder, les portes. Donc en effet, il y a tout un côté sécuritaire, mais vraiment dans ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce n'est pas des métiers, bien évidemment, quand la Joconde va être déplacée ou certaines grandes œuvres d'art ou très particulières, il va y avoir des forces de l'ordre, on va se mettre en relation. Bien évidemment que nos bâtiments sont directement connectés avec une ligne spéciale au niveau des pompiers, au niveau de la gendarmerie, de la police. On est, par exemple, dans le site du Bourget, directement dans l'aéroport. Donc, on a toute cette sécurité. On choisit aussi nos bâtiments en fonction de ça. Mais voilà, cette sécurité dépend aussi du risque qu'on va avoir. Et en effet, cette banalisation de nos camions, le fait, bien évidemment, d'avoir des itinéraires qui sont choisis à la dernière minute. Quand on a fait, par exemple, le transfert du Louvre-Liévin, ça a été vraiment une très grosse question, puisqu'en plus, ça avait été très médiatisé. Et on faisait des spots, des stops à chaque fois avec les gendarmes. Et à chacun des spots, la gendarmerie appelait l'autre point. Et on avait mis des circuits avec des passages différents. Et en effet, cette sécurité est très importante. Mais juste, voilà, je voulais rappeler un peu ça sur le fait qu'on est aussi très banalisé en tant que transporteur et dans un métier de niche très discret. Oui, et du coup, pour la sécurité, il y avait un autre point, c'est les équipements de protection individuelle pour les équipes sur le terrain, qui est quand même important. Il y a la sécurité au niveau de tout ce qui est protection aussi des lieux. Donc, tout ce qui est lié au chemin de roulement pour pouvoir transporter et faire attention aux œuvres à l'arrivée. Après, il y a aussi tout ce qui est sécurité escorte parce qu'il est possible, en fonction de la valeur de l'œuvre, d'effectuer des escortes armées du point d'enlèvement jusqu'au point de destination.
Donc vraiment, de bout en bout, la notion de sécurité, elle est importante et en fait, elle est obligatoire. Et si on doit faire un trajet qui nécessite de faire un stop, on ne s'arrête jamais ailleurs que dans un entrepôt sécurisé, branché, parce que du coup, il y a toute la notion de la gestion de la température dirigée. Donc, en fait, de bout en bout, les œuvres sont surveillées et protégées, autant que du coup les hommes et les espaces quand on doit faire les Vous installations. pouvez, par exemple, également vous arrêter en gendarmerie, dans l'enceinte même d'une Oui, gendarmerie. c'est Tout à ça, fait. c'est ça. Donc ça, on le prévoit bien en amont en termes de planning. Oui, je vois qu'il y a une réponse qui a été apportée à la question suivante. Vous parlez des déplacements. Non, ce n'était pas celle-là. Pardon, autant pour moi. Le planning général, oui, se fait-il en amont quelques semaines auparavant? Quel est le délai en fait de préparation? Donc, il y a une Sean, tu as apporté ta réponse, mais tu veux peut-être l'oraliser. Non, je pensais qu'il était bientôt 30, donc on n'aurait pas le temps de lui répondre. Je lui ai répondu Efficace. écrit, à l'écrit. Donc oui, par rapport au planning, c'est sûr qu'on est sur souvent des galeries ou des missions ponctuelles. Donc forcément, on est souvent amené à avoir la mission de la veille pour le lendemain. Après, je mets un petit bémol. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines installations, par exemple Louis Vuitton, on peut être 2 semaines dessus. Donc forcément, pendant 2 semaines, on sait à quelle heure on commence, qu'est-ce qu'on va faire. On peut être sur un emballage qui se passe dans le Louvre. Donc là, forcément, on sait bien à l'avance ce qu'on fait. Il y a aussi les transports, il y a aussi tout ce qui est aérien, fret aérien. Il y a des choses qu'on connaît d'avance. Mais on va dire que 60% de notre boulot, c'est des choses on ne saura pas avant. Parce qu'après, on parlait tout à l'heure de sécurité. Si on sait tout d'avance, s'il y a une fuite, forcément, ça serait plus dur à gérer. Voilà, Et après, il ne faut pas en dire de trop non plus. c'est ça. C'est cela. Discrétion. Confidentialité. Bon, c'est pas mal, on arrive au bout. Ce que je propose, c'est s'il y a d'autres petites questions que les gens les posent encore dans le fil d'actualité, même après ce webinaire. Et puis, on vous les transmettra pour pouvoir apporter d'éventuelles réponses derrière. En tout cas, c'était très, très intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que ça a provoqué quelques vocations chez quelques jeunes. Certains nous ont déjà quittés, alors des jeunes et des moins jeunes nous ont déjà quittés. En tout cas, merci à toutes et à tous. Christine, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin ou Non, je sais pas, comme tu veux. Non, le mot de la fin, je trouve que c'est très bien qu'il soit aux participants, à ceux qui jouent et qui pratiquent au quotidien Allez, le métier un dernier petit mot. et le Alors, un rôle. dernier petit mot, et puis après, effectivement, on clôture ce webinaire qui était très intéressant. Un Moi, je petit voulais juste mot. je voulais dire merci en tout cas de nous donner en effet cette chance parce qu'on est dans un métier, comme vous le disiez, avec beaucoup de confidentialité. Donc, en effet, on est une Ouais. petite famille avec des entreprises qui se connaissent bien, des équipes aussi qui se connaissent bien. Donc, merci en tout cas de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir échanger. J'espère en tout cas de vous avoir fait partager notre passion En tout et cas, l'amour de notre métier en tout cas. En tout cas, c'était très intéressant et effectivement, il est important que ce soit la logistique, la supply chain, le transport, enfin on appelle comme on veut. Il y a tellement de niches et tellement de cas particuliers qu'il est quand même intéressant de mettre un peu ça en œuvre et de le mettre en lumière, entre guillemets. Sean, Maxime, Jennifer, Béatrice, un petit mot aussi pour la fin. Moi, je veux bien dire que Oui, Maxime. on parlait de niche justement, mais c'est vrai que c'est une niche, mais faut pas en avoir peur. Moi, j'ai fait 7-8 ans de logistique généraliste avant et ça me plaisait que moyennement. Et être dans un endroit vraiment où c'est très spécialisé, finalement, c'est intéressant. Donc, ceux qui se disent j'aime moyennement ce que je fais en logistique, ils peuvent tenter leur chance, que ce soit œuvre d'art ou luxe ou autre. On a fait une table ronde il n'y a pas longtemps sur le luxe, c'était intéressant aussi. Il y avait aussi Louis Vuitton, Kering et tout qui était là, c'était sympa. Tout à fait.
Merci Maxime. De rien. Merci Jennifer, Maxime. Béa, Ouais. Sean, un petit mot? Bah, moi, je Ah, voulais. Béa, on t'entend pas. Je crois que tu as coupé ton micro. Ah. Tu étais motivée, mais... Oui, pardon. Non, je dirais Je t'en juste prie. vos candidatures. Oui. Voilà, on est un métier où il y a du travail, un secteur où ça bouge, hyper stimulant. Donc, vous pouvez nous envoyer vos candidatures. Alors, Elles sont toutes vu particulièrement. qu'on va faire une petite com à la fin, je vais rester avec Christine. S'il y a quelques adresses mail ou quelques sites internet, parce que j'ai bien compris que toutes les entreprises recrutaient dans leur coin, même dans le groupe, ce sera peut-être intéressant de nous les relayer pour que Oui, dans le sans petit problème. article qu'on fera, qu'on puisse le mettre. Ça peut être intéressant. Pas de problème. Jennifer, elle attend toujours pour faire le dernier mot de la fin. Elle aime bien clôturer. Ah d'accord, on va lui laisser le Non. dernier mot de la fin. Mon ordinateur, Sean, donc, l'avant-dernier mot de la fin. Sarah, bah, moi, je déjà, dirais merci. merci quand même. Oui, Merci à merci tout le monde d'être présent. Bon, en tout cas, merci à vous. Jennifer, alors, tu donnes le mot de la fin Allez. ou pas? Vous Nous m'entendez sommes ou tout pas? Oui, on te Ah. voit figé, mais on t'entend. Oui, On t'envoie c'est parce figé, mais on que t'entend. je n'avais plus de batterie sur mon ordinateur, donc j'ai dû... Ah, d'accord. Ah bah Voilà. oui, on avait duré trop longtemps. Non, c'était vraiment très intéressant et du coup, merci pour l'invitation et ça m'a fait vraiment plaisir de participer et d'en apprendre vraiment encore plus. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin pour échanger. Moi, ça me fait toujours plaisir. Sans bien. problème. De toute manière, tu sais que tu es toujours la bienvenue à la ETL et on n'hésitera pas s'il y a des jeunes qui ont des questions, on te les enverra. Avec en tout cas, Olivier. merci à toutes et à tous et bonne Merci. soirée. Merci Christine d'avoir animé Merci. ce L'animation, webinaire. bravo. Avec plaisir. Et à très vite pour de prochaines aventures. Bonne soirée à toutes et à tous. bientôt. À très Au revoir. bientôt. Merci, Bonne au revoir. soirée. Salut. Au Au revoir.